Bonjour, merci beaucoup. Merci de l'invitation, merci de l'hospitalité, et puis merci en particulier à Marie-Ève qui m'a accueilli depuis que je suis arrivé samedi. Donc on va redescendre un peu au niveau, au niveau du secteur, parce qu'on va surtout parler d'agriculture et d'agroalimentaire, même si je pense qu'on peut faire des liens avec ce qui a été dit précédemment. Et on va un peu se centrer, en fait, comme ça a été dit, sur ce qui se passe dans l'Union. Alors attendez, voilà. Donc dans la manière de présenter, je vais vous présenter le pacte vert et pourquoi je pense que le pacte vert de l'Union européenne a une très très grande importance. Deuxièmement, en fait, comment la politique agricole peut être mise au service de ce pacte vert, enfin plutôt que pourrait être en fait, parce que la PAC qui va arriver demain n'est pas au service du pacte vert, et c'est ça qui fait pas mal de tensions en fait dans l'Union européenne. Et après, la question des politiques publiques pour le pacte vert de façon générale, tel que on le voit, et en terminant par deux points qui sont en fait deux points de tension qu'on voit en Europe, ou dans l'Union, puisque c'est comme ça qu'on doit s'appeler plutôt, qui est la question de la protection de l'environnement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre versus l'économie, en tout cas les revenus, et en particulier les revenus agricoles à court terme. Et deuxièmement, quelque chose qui est aujourd'hui très fort dans le contexte en plus de la guerre en Ukraine, qui est la question de la sécurité alimentaire mondiale et la sécurité alimentaire du continent européen, qui, comme ça a été dit tout à l'heure, est évidemment beaucoup plus proche de l'Ukraine, de la Russie, et donc dépend beaucoup plus, en fait, de par ces flux d'échanges, mais au-delà, par les populations aussi, par les cultures, l'histoire, de ce qui se passe, en fait, en Ukraine et en Russie aussi. Donc je vais commencer donc par le pacte vert. Donc le pacte vert, il a été mis en place par la nouvelle Commission européenne en décembre 2019 exactement, et son objectif premier, c'est ça qu'il faut retenir, ou l'ambition qu'on avait, c'était de faire de l'Europe le premier continent neutre au niveau carbone en 2050. Pour ça, on voulait avoir une croissance durable, alors évidemment, c'est les textes politiques, donc c'est obligatoire, si j'ose dire, et décarbonée. Et du coup, on va mettre en œuvre, en fait, via différentes stratégies, et des stratégies qui couvrent, en fait, toute l'économie, toute la société, en fait, européenne. Donc il y a l'éducation, le transport, la mobilité, l'énergie, et évidemment, il y a aussi l'agriculture et l'alimentation. Et donc il y a des stratégies qui explicitent, en fait, ce que vous allez faire en agriculture, dans l'usage des terres et en agroalimentaire. Et juste avant de continuer sur l'agriculture, je vais dire un point très très important. L'important du pacte vert, c'est le projet politique. Voilà. Dans une Europe ou une Union, il faut dire Union, il ne faut pas dire Europe, parce qu'il y a des pays qui ne sont pas dans l'Union, qui sont européens, la Suisse par exemple. Bref, on avait un projet au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on s'est élargi progressivement à plein d'États, et puis la crise de 2007-2008 a créé pas mal de tensions en fait en Europe, dans l'Union européenne, entre les pays du nord de l'Europe, de l'Union, et les pays du sud. Prenez l'Allemagne versus la Grèce, avec des questions de dette, d'endettement, etc. Et donc je pense que l'énorme mérite du pacte vert, c'est de redonner en fait le projet politique à l'Union européenne, y compris quand on se place dans la perspective ukrainienne aujourd'hui. Et donc c'est très très important. Il y avait des tensions entre, mettons, les pays qui sont plus à l'ouest de l'Union et les pays qui sont plus à l'est. Ça a redonné un peu quand même une fédération, si vous voulez, et c'est pour ça que c'est très important de poursuivre en fait ce pacte vert d'un point de vue géopolitique ou d'un point de vue politique. Si on se place sur l'agriculture, du coup, on va fixer des objectifs quantitatifs pour l'agriculture et le secteur agroalimentaire, donc, et des objectifs en fait très ambitieux. Donc il y a la réduction des gaz à effet de serre de moins 35% pour les gaz qui ne sont pas du CO2, donc en particulier pour le méthane des animaux, voilà, et le N2O aussi. La réduction des pesticides de 50%, la réduction de l'azote, enfin des engrais azotés de 20%, des antibiotiques de 50%, augmenter les surfaces en agriculture biologique à 25%, augmenter en fait les zones protégées à 10%, augmenter les éléments fixes du paysage, que nous on appelle les haies, les bosquets, les zones humides, etc., à 10%, et réduire les pertes et gaspillages de 50%. Donc c'est en fait la contribution de l'agriculture à avoir quelque chose qui soit neutre en carbone et qui soit meilleur sur le plan environnemental. Alors le problème pour l'Union européenne, c'est qu'on n'est pas du tout sur les bons rails pour atteindre ces objectifs. Donc si vous prenez ce qui est dans le quart en haut à gauche, ce sont les émissions de gaz à effet de serre
de l'agriculture européenne. Voilà. En bleu, enfin voilà, les barres bleues, c'est le passé, mais donc les différents gaz. Et ce qui est tout à fait à droite du schéma, vous avez en fait ce qu'on veut à 2030. Et vous voyez que les deux points rouges, qu'ils soient plus clairs ou plus foncés, montrent la prolongation des tendances selon une tendance de court terme ou d'un peu plus long terme, versus la barre qui est orange ou grise, comme vous voulez, c'est pas grave, qui est en fait l'objectif que l'on veut. Et donc, si on poursuit les tendances, on est très très loin en fait d'atteindre les objectifs. Et si vous allez en fait dans le cadran qui est à droite en haut, ça c'est pour les pesticides, c'est pareil. La tendance fait que vous êtes très très loin des objectifs. Et en fait, le point qu'il faut retenir, c'est qu'on est très loin en fait, en prolongeant les tendances, d'atteindre les objectifs du pacte vert, à peu près quel que soit l'indicateur que l'on cherche à atteindre, y compris en bas à droite pour l'agriculture biologique. Alors, en France et dans l'Union européenne, les surfaces en agriculture biologique augmentent et augmentent assez fortement, mais le rythme n'est pas suffisant pour respecter ou pour atteindre la cible des 25%. Après, on peut questionner est-ce que la cible est une cible opportune ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on a fixé d'un point de vue politique, et donc on est très très loin. Et donc, le deuxième point qu'il faut retenir, c'est que le premier, c'est qu'on a fixé des objectifs très ambitieux, et le deuxième, c'est qu'on n'y est pas du tout. Donc, il faut faire quelque chose si on veut les atteindre, et du coup, on va mettre en place des politiques pour essayer de les atteindre, et l'Union européenne, la première politique qu'elle a dans ses mains, c'est la politique agricole commune. Alors juste en passant, il faut savoir que par exemple la PAC, politique agricole commune, c'est la première politique en matière de biodiversité dans l'Union. C'est par elle que passe en fait le plus de ressources pour protéger, ou du moins essayer de protéger la biodiversité avec un succès pas très très grand, mais voilà. Alors si je fais très, très rapidement une très brève histoire de la PAC, voilà, on est né au lendemain de la guerre, si je fais très très vite aussi, dans les années 60, et il s'agissait de reconstruire l'Union européenne, l'agriculture européenne, dans un objectif de souveraineté alimentaire. Et à l'époque, l'agriculture était moteur de croissance, donc il y avait des populations qui partaient dans le secteur secondaire et dans le secteur tertiaire ensuite. Et donc on a mis en place une politique très forte et très efficace pour faire ça. On a donné des prix élevés aux agriculteurs, donc on leur garantissait un achat à un prix fixe qu'on négociait chaque année, donc il n'y avait pas à se poser de questions, on savait le prix auquel on allait vendre. On bloquait les importations par des droits de douane qui faisaient que les prix à l'entrée étaient plus élevés que le prix domestique, donc ça ne rentrait pas. Et quand on voulait aller sur les marchés mondiaux, on donnait des subventions à l'exportation, et même on donnait un peu plus, ce qui fait que le prix européen diminué des subventions était un peu plus faible que le prix mondial, et donc on pouvait aller sur le marché mondial. Ça a été un succès phénoménal à l'aune de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire augmenter la production agricole européenne. Et ce, en dépit que progressivement, on a élargi l'Union à des pays qui étaient importateurs. Les Britanniques, les Espagnols, les Portugais, etc. Ils sont rentrés, ils étaient importateurs à l'époque. Mais bon, les agriculteurs ont répondu en fait aux incitations en augmentant les productions. Le problème, c'est qu'il y a eu deux effets contraires. Le premier sur la scène internationale, dans lequel on s'est fait accuser de dumping sur les marchés mondiaux, à juste titre, hein, voilà. On parlait de ça hier soir. Bon, par les Canadiens, enfin par le groupe de Cairns, mais par les États-Unis aussi. Voilà. Et puis, il y avait des problèmes internes, et c'est les problèmes internes qu'on voit aujourd'hui. Il y avait la question de l'égalité des soutiens entre exploitations agricoles et la question environnementale. Et donc, on a fait une première réforme de la PAC d'ampleur en 92 pour respecter en fait les engagements internationaux de l'Union et pour obtenir un accord au GATT en 94, l'accord du cycle de l'Uruguay. Et du coup, c'est là que c'est peut-être, enfin c'est pas compliqué, mais il y a du jargon en fait dans la politique agricole commune. On a mis en place une politique, on a dit ok, j'arrête les prix garantis progressivement et je vais compenser les agriculteurs par des aides. Et les aides, on les a données de façon découplée. C'est-à-dire je prends de ma poche et je donne à madame. Donc ça c'est hyper efficace parce que je lui donne directement. Si je lui donne 50 $ canadiens, ben, elle touche 50 $ canadiens. Donc ça c'est hyper efficace. On a supprimé les subventions à l'exportation progressivement, puisqu'on baissait les prix, on pouvait le faire. Et on a maintenu quand même une certaine protection à l'entrée.
parce qu'on se méfiait quand même. Voilà. On disait, il faut faire attention. À l'époque, le Mercosur commençait à augmenter sa production, à exporter. Il y avait toujours les États-Unis. Donc, on faisait attention. Donc, ça a eu des effets redistributifs, positifs pour le consommateur, négatifs pour le contribuable européen. Et pour l'agriculteur, ça dépendait en fait du degré de compensation. Et du coup, ce schéma-là vous montre les dépenses de la politique agricole commune. Alors, c'est un schéma qui résume en fait la PAC sur un seul schéma. Donc, depuis 90 jusqu'à 2020. Et vous voyez que ça a augmenté, forcément, parce qu'on baissait les prix, donc on compensait. Donc, c'était plus le consommateur qui payait, c'était le contribuable. Et après, dans les aides, on a fait beaucoup de choses pour essayer de les rendre plus égalitaires, de donner plus à l'environnement. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une barre verte, qui sont les aides qu'on appelle directes découplées. À nouveau, je donne 50 $ à madame directement. Et donc, il y a beaucoup de questions sur est-ce que je dois toujours continuer à lui donner 50 $, voilà, ou 50 € chez nous, quoi. Mais c'est pareil. Et c'est ça aujourd'hui qui est au cœur en fait des négociations sur la future politique agricole commune et sur le pacte vert. On a continué en fait à faire ça. Et du coup, aujourd'hui, c'est largement découplé. C'est-à-dire on donne beaucoup par des aides directes déconnectées des choix, des niveaux de produits. Vous n'êtes même pas obligé de produire pour toucher les aides. Et du coup, on se pose la question de pourquoi on continue quand même à avoir un processus de réforme tous les 5 ans, tous les 7 ans, voire plus, parce qu'il y a des revisions à mi-parcours. Parce qu'il y a deux choses, en fait, qui sont très perturbantes dans l'Union. C'est la question de l'égalité ou de l'inégalité des soutiens entre produits. Donc, par exemple, l'huile d'olive touche moins que les céréales, pour simplifier. Entre pays, les pays nouveaux adhérents de l'Est touchaient moins par hectare que les vieux pays de l'Ouest, comme la France, par exemple, ou les Belges, pour ne prendre pas toujours la France, et entre exploitations à l'intérieur d'un même État membre, puisque de fait de règles un peu complexes, on s'était déconnecté des choix de produits, mais basé sur un historique, ce qui fait que si vous touchiez beaucoup avant, vous continuez à toucher. Et ça, c'est très très fort, en fait, toujours aujourd'hui, c'est la question de la répartition, en fait, des soutiens entre exploitations. Et puis surtout, il y a aujourd'hui le climat et l'environnement. On s'est peu à peu aperçu, en fait, qu'il y avait des effets contraires des pratiques et des systèmes agricoles dits intensifs sur l'environnement. Du coup, on est intervenu par plein de politiques, voilà, mais avec des effets pratiquement nuls, comme je vous ai montré, en fait, sur les schémas d'avant. Il y a eu des améliorations ponctuelles, par exemple autour des zones de captage d'eau, mais globalement, l'état, en fait, des agroécosystèmes, l'état environnemental a continué à se dégrader. Et c'est toujours la tension en fait que l'on a aujourd'hui. Et pour rejoindre un point qui a été dit tout à l'heure, d'un point de vue macro, dans l'Union, on a à peu près beaucoup de schémas qui ont été présentés. Le taux de chômage baisse considérablement, etc. On n'est pas au même taux d'emploi quand même, mais même en France, aujourd'hui, on est à 7,2, je crois. Voilà. Peut-être la grande différence qu'il y a par rapport à ce qui a été pu présenter par Mia, si j'ai retenu le prénom, c'est qu'en Europe, il y a la question des inégalités qui est beaucoup plus forte, peut-être. Et des classes de la population qui regardent les autres en disant « moi, je devrais toucher plus par rapport à toi », même si en fait on est des pays beaucoup plus égalitaires que d'autres pays. Et en agriculture, c'est aussi très très fort. Donc il y a des gens qui disent « c'est pas normal qu'il y ait des agriculteurs qui touchent beaucoup plus que moi, uniquement parce qu'il a une superficie beaucoup plus grande ». Et donc cette problématique des inégalités à l'intérieur ou entre secteurs ou à l'intérieur d'un secteur est très très forte. Et du coup, on met en place une nouvelle politique à nouveau, alors, qui va remplir un certain nombre d'objectifs. Alors ça, c'est les 9 objectifs de la PAC. Bon alors, comme on est politiquement correct, il y a la durabilité, il y a 3 piliers, l'environnement, l'économie, le social, il y a 9 objectifs, 3 objectifs par pilier. Parfait. Nul ne peut contester ça. Voilà. Nul ne peut contester qu'il faut avoir un revenu, qu'il faut être compétitif, etc. La question, c'est comment vous allez essayer d'atteindre en fait ces objectifs de façon efficace. Alors, ça, c'est la PAC en, j'ose pas dire pour les nuls, mais en un clin d'œil. Voilà. Il y a 2 piliers. Alors, il y a ma main gauche et ma main droite. Dans une main, c'est l'Europe qui paye, et dans l'autre, c'est l'Europe et les États membres et les régions. Voilà.
Donc si je prends l'Europe, c'est la part du lion, 90%, c'est le pilier 1. Donc en fait, je donne des aides, alors, mes cobayes agriculteurs seront devant, voilà, je leur donne des aides, je les oblige à respecter des bonnes pratiques agricoles, donc c'est ce qu'on appelle la conditionnalité, et après je donne des aides découplées, c'est le paiement de base, je donne un peu plus si on a une petite ferme, c'est le paiement redistributif, je donne un peu plus si vous respectez l'environnement, c'est l'éco-régime, si vous êtes jeunes agriculteurs, je vous donne encore un peu plus, et si vous faites certaines productions couplées, c'est-à-dire que vous faites un peu de bovin allaitant, de bovin laitier, je vous donne un peu plus. Donc en fait, c'est une poupée gigogne. Donc j'ajoute à chaque fois. Mais le point qu'il faut retenir, c'est que 60 à 70%, c'est l'aide découplée. Voilà. Donc c'est le cœur du sujet. Et puis de l'autre côté, il y a le pilier 2, qui est cofinancé par les régions et les États, qui cherchent en fait à étendre le domaine d'application de la PAC au développement rural. Donc là-dedans, il y a deux grandes mesures. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a l'éducation, la formation, le conseil agricole, les investissements, mais aussi, par exemple, les ronds-points dans les villages, des choses comme ça. Il y a énormément de choses, dépendant de l'État membre. Mais en fait, il y a 70% des mesures qui est prise par deux choses. Il y a l'aide aux zones défavorisées, donc les zones de montagne, les zones de piémont. Donc je donne un peu plus aux agriculteurs qui sont en zone de montagne. Et il y a les mesures climatiques et environnementales, c'est-à-dire si vous faites plus pour l'environnement, je vous donne un plus. Et du coup, ça s'est mis en œuvre dans le cadre d'un nouveau modèle, voilà, de gouvernance entre l'échelon bruxellois et l'échelon des États membres, dans le cadre de ce que dans le jargon on appelle des plans stratégiques nationaux. Donc en fait, chaque État doit définir comment il va mettre en place les instruments de la politique agricole commune à l'aide d'indicateurs. Et pour la première fois, on essaie de passer à des indicateurs de résultats. Et on est là aujourd'hui dans la discussion. Alors juste un peu politiquement, pourquoi c'est important ces plans stratégiques nationaux? Parce qu'en fait la Commission, qui avant décidait avec les chefs d'État, en avait un peu marre aussi de se faire attaquer tout le temps en disant c'est pas bien, vous faites pas bien. Beaucoup de récriminations dans les États membres contre Bruxelles, hein, voilà, et de la population. Et du coup, il y a eu ce point un peu de dire, bon, bah, puisque vous êtes si intelligent, faites-le donc vous-même. Voilà. Puisque vous me dites que moi, je ne fais pas bien, faites-le bien, État français, État belge, néerlandais, allemand. Mais par contre, vous allez me rendre des comptes. Voilà. Et donc, la question de comment ça va se faire, c'est un peu plus compliqué. Et c'est aujourd'hui au cœur de la politique agricole. Alors, il reste des choses à décider, je vais passer parce que sinon je ne vais pas avancer. Alors, le problème qu'il faut retenir, c'est que la PAC 2023-2027, ben, il ne va rien se passer en gros, quoi. Voilà. On a été dans une logique de statu quo, on ne bouge plus, voilà. Donc atteindre les objectifs du pacte vert par rapport à l'environnement et au climat, avec la PAC telle qu'elle va être mise en œuvre, c'est très très peu probable. Il y aura un peu de progrès, mais ça va rester marginal. Alors ça a une conséquence, c'est-à-dire qu'on va tout de suite réformer la PAC. Hein. On en parle déjà alors qu'elle n'est pas encore en œuvre. Et donc on dit qu'à 2025, on va revoir les choses. Mais c'est un peu la logique des petits pas, on continue à faire des petits pas. Peut-être avec le problème de l'Ukraine sur lequel je reviendrai. Mais alors pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas en fait à mieux prendre en compte l'environnement et le climat? Alors, moi j'ai illustré ça sur un objectif de redistribution. C'est parce que la PAC, en fait, c'est un gâteau, enfin c'est un gâteau, ouais, tout simplement, qu'on se partage. Et donc si vous prenez une part de gâteau à Paul pour la donner à Pierre, Paul il va pas être content, voilà, tout simplement. Et du coup, on a toujours ce défaut-là, alors que dans une PAC antérieure, on pouvait augmenter le gâteau. Donc on arrivait sans doute mieux à mettre en place des réformes de la PAC. Et je vais vous illustrer ça en fait avec deux instruments qu'on va mettre en œuvre. Donc la convergence interne, c'est-à-dire qu'on dit que tout le monde va avoir les mêmes aides par hectare, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je vais augmenter le paiement en faveur des petites fermes. Alors, petite ferme, chez nous, c'est inférieur à 52 hectares. C'est peut-être tout petit pour vous, mais enfin, pour nous, c'est déjà assez grand. Voilà. Et ça vous donne, en fait, l'impact que ça a sur le revenu des différentes catégories d'exploitation.
donc dans le jargon européen on appelle ça des OTEX, mais retenez ça, classés selon la taille, les plus petites fermes étant en grise et les plus grandes étant en rouge, enfin plus grandes pour nous, hein. Enfin voilà. Donc plus grand, c'est supérieur à 200 hectares, et c'est déjà beaucoup pour l'Union européenne. Voilà. Et pour vous montrer qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on fait, regardez les bovins laits, donc les exploitations laitières. Si en fait vous avez une convergence à l'hectare, ben, elles vont perdre. Voilà. Par contre, le paiement redistributif, elles vont gagner. Donc on leur enlève d'une main ce qu'on leur donne de l'autre. Et du coup, dans le processus de négociation, il y a beaucoup de gens qui disent « je ne comprends plus rien à ce que vous faites », parce que vous faites une mesure dans un sens, puis une dans l'autre. Comment vous savez que c'est ça que vous voulez faire? Et du coup, il y a beaucoup de gens qui critiquent en fait la PAC en disant « je ne sais plus où je veux aller ». Comme on a fait un millefeuille, on a ajouté, et aujourd'hui, on a perdu une certaine logique. Et alors, pour l'environnement, alors ça, dans un contexte où, en fait, les aides de la PAC, si elles ne sont pas là, il n'y a plus d'agriculteurs. Enfin, il faut dire ces choses rapidement. Donc ça, c'est le niveau, en fait, des aides. Alors, prenez, par exemple, les exploitations 4600, c'est les bovins, viande, voilà, en France. C'est les aides directes dans leurs revenus après impôt. Voilà. Alors, en vert, c'est la moyenne sur les 10 ans, et en 2019, c'est le jaune. Et donc, si vous prenez le jaune, les aides représentent 250% du revenu. Donc, vous ne pouvez pas vivre si vous n'avez pas les aides. Donc, dès que vous les touchez, bah, évidemment qu'ils ne sont pas contents. Enfin, voilà, quoi. Et alors, le point qu'on oublie un peu, c'est que c'est vrai pour les bovins viande, mais c'est vrai pour les exploitations. Alors, 1500, c'est les grandes cultures. Voilà, donc c'est les céréales, les oléagineux, etc. Et du coup, c'est pareil aussi pour eux. Donc avant, on disait transférons des céréales vers les animaux, vers les élevages, mais maintenant, on ne peut plus faire ça non plus. Et vous voyez bien qu'on est donc arrivé à une limite de par la contrainte budgétaire et de par le poids des aides dans le revenu. Et ce qui fait, voilà, et ce qui fait que si vous regardez la mise en place de mesures contraignantes sur le point de vue environnemental, donc c'est ça, voilà, ça fait une baisse pour tout le monde, au moins à court terme. Et donc, alors quel que soit le secteur, donc là, je ne vous détaille pas comment on a fait, mais on a augmenté le budget des aides environnementales, donc avec plus d'ambition sur la biodiversité et surtout sur le climat. Bon, ben, il n'y a pas photo, ça baisse, donc évidemment, on n'arrive pas à résoudre le problème. Du coup, la grande question qu'a l'Europe par rapport à l'agriculture et à l'agroalimentaire, c'est comment en fait elle peut trouver des ressources en dehors de la politique agricole commune, et je finirai par ça. Alors ça c'est pareil sur une autre illustration. Du coup pour le pacte vert, j'espère que là c'est pas trop compliqué, enfin c'est pas que ça soit dur hein, pour vous, mais il y a beaucoup de schémas, enfin beaucoup de flèches. Le pacte vert, ce qu'il veut faire en fait, c'est améliorer en fait le bilan climatique et environnemental des systèmes agricoles et alimentaires. C'est son objectif premier. Donc, en partant de l'agriculture, il veut mettre en place des pratiques qu'en Europe, on appelle plus agroécologiques. Voilà, enfin, bon, bref, des solutions basées sur la nature, comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez, c'est pas grave. Voilà. Mais en Europe, ils appellent ça agroécologie. De ça, on attend la réduction des intrants, en particulier des intrants chimiques, une réduction des gaz à effet de serre par hectare, par kilo de produit, c'est pas si net, ça dépend de l'évolution des rendements. Et on attend une augmentation du stockage de carbone, à la fois par les prairies permanentes, à la fois par les haies, les bois que l'on met au nom des infrastructures. Donc on attend un impact positif sur le climat, donc réduction des émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole, un impact positif sur la santé, en particulier la santé des agriculteurs, et la santé de leur voisinage. Les pesticides sont une énorme préoccupation en Europe. Et surtout un impact très positif sur la biodiversité, la qualité des sols et la qualité de l'eau. Et la PAC, normalement, doit contribuer à ça, c'est la flèche verte en haut. Ça, c'est le bout agricole, en fait, du Green Deal. Et c'est ça que, en général, les gens analysent, quoi. Mais le Green Deal, c'est pas que ça. Le Green Deal, ça a aussi d'autres volets. Du coup, si vous mettez en place ces mesures-là, sur les pratiques et les systèmes agroécologiques, vous allez avoir des conséquences, vous allez extensifier, vous allez augmenter les prix en Europe, donc vous allez réduire la production européenne, et du coup, vous allez inciter, par l'augmentation des prix, à ce que les importations européennes augmentent.
et les importations à la hausse de l'Union, enfin importées par l'Union, peuvent avoir des conséquences sur les usages des terres. En Europe, voilà, on peut se mettre à déforester, hein, parce que nous, chez nous, ça augmente. Voilà. Et surtout au niveau du reste du monde, avec des déforestations sur lesquelles on essaie de lutter. Et ça, évidemment, ça a un impact négatif en termes de climat, parce que ça augmente les gaz à effet de serre, un impact négatif sur la santé de l'environnement et un impact négatif sur la biodiversité. Du coup, l'Union européenne, de façon cohérente, veut mettre en place des mesures aux frontières. C'est ce que Mia a présenté tout à l'heure un peu. C'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, MACF en français. Et du coup, en disant, il faut que j'empêche les fuites de pollution à l'étranger. Donc, je taxe, ou j'essaie d'imiter la taxe, à l'entrée dans l'Union européenne. Alors, le problème, c'est que ça, c'est très dur à faire. D'abord parce qu'il faut un consensus des États membres. Les politiques de taxation, c'est la prérogative des États membres, pas de l'Union. Donc, il faut un consensus. Tous les pays ne sont pas forcément encore d'accord, même s'il y en a beaucoup. Mais surtout, il y a un décalage dans le temps, c'est-à-dire que les politiques agricoles, elles sont déjà en place, les mécanismes aux frontières, c'est plus lent. Et surtout, on commence par mettre en œuvre en excluant l'agriculture. D'où la crainte des agriculteurs que, du coup, quand on commence par exclure l'agriculture, donc ce n'est pas les premiers secteurs concernés, on peut avoir augmentation des importations au détriment de la production locale. Mais surtout, le Green Deal, c'est aussi tout ce qui se passe au niveau de la consommation. Et c'est ça le grand changement sur lequel il faut penser. Tout à l'heure, vous avez posé une question sur la consommation de viande, etc. L'Union européenne veut changer les régimes alimentaires pour avoir des régimes alimentaires plus équilibrés, ce qui veut dire, je caricature mais à peine, moins de produits animaux, notamment moins de produits carnés, notamment moins de viande rouge et moins de charcuterie. C'est aussi moins de sel, moins de sucre, moins de gras. Et en plus, c'est plus de fruits, plus de légumes, plus de fibres, plus de protéagineux. Et du coup, ces changements de régime, en même temps, on essaie de réduire les pertes et le gaspillage. Ça, c'est pas simple parce qu'il faut des politiques. Voilà. La grande difficulté de l'Union, et de ce changement de régime, on attend en particulier un gain très fort. C'est pour ça que la flèche, elle est noire, gras, en termes de climat, parce que beaucoup se passe par la consommation, et la consommation en particulier de produits animaux, et on attend des bénéfices de santé, et en particulier des bénéfices nutritionnels. La grande difficulté et le grand problème de l'Union européenne, c'est qu'il n'y a pas de politique alimentaire au niveau européen. Il y a à peine un peu d'information, d'étiquetage, etc. Mais c'est au fait au niveau des États membres que ça se met en place. Et du coup, on cherche à voir comment on va mettre de façon cohérente au niveau des États membres des politiques nutritionnelles, des politiques de la bioéconomie circulaire pour les pertes et les gaspillages, et comment on va essayer de coordonner ça au niveau européen. Et du coup, la grande réflexion de long terme, c'est plus de faire une politique agricole commune, mais c'est passer à une politique agricole et nutritionnelle ou alimentaire, PAAC, il y a 2 A, P-A-A-A-C, politique agricole et alimentaire commune. Il y a beaucoup de gens qui réclament ça, et en particulier des pays du nord de l'Europe qui réclament ça. Les pays du sud de l'Europe sont un peu plus réticents. Alors ça, je vais passer pour arriver à la conclusion sur les compromis, parce que je vois le truc orange là. Je crois que c'est ça l'alerte, hein, c'est ça. Je vais dire 2 choses en fait sur l'économie, ce qu'on a dit tout à l'heure, et après sur la sécurité alimentaire, pour finir par l'Ukraine. Alors, le problème de la PAC ou de l'agriculture, du pacte vert, c'est ce trade-off là qu'on a entre l'environnement et le climat, qu'on veut tous améliorer, mais ça joue en fait négativement sur les résultats économiques des exploitations agricoles, des entreprises alimentaires, des filières agricoles de façon générale. Bon. Et en fait, ce problème-là, il est utilisé pour dire « oh là là, il ne faut pas toucher ». Du coup, c'est la PAC actuelle, je ne touche pas, statu quo. Alors le problème, c'est qu'il est aussi utilisé par d'autres, par exemple, qui disent qu'il faut une PAC beaucoup plus ambitieuse sur le niveau climatique, etc.
Mais quand on leur dit, mais vous avez regardé un peu les conséquences de ce que vous proposez, par exemple sur les revenus des exploitations agricoles, souvent c'est négligé. Et du coup, ça s'oppose argument contre argument, mais sans voir le visage global, quoi. Alors, le problème important, c'est qu'il y a une urgence climatique et environnementale en Europe comme partout, et qu'on ne peut plus se permettre de rester en statu quo. Et du coup, les réflexions qu'ont les chercheurs un peu, c'est de dire il faut sortir de votre cadre trop étroit parce que vous allez rester en une situation de blocage, quoi. Donc, il faut trouver en fait d'autres ressources. Alors, le premier, par exemple, c'est de dire je vais mettre la transition de façon progressive. Bon, c'est ce qu'on fait. Le risque, c'est que ce soit trop lent. La deuxième chose qui est très importante en Europe, c'est qu'est-ce que vous autorisez comme gain de productivité. Donc, est-ce que, par exemple, l'agriculture de précision ou la génétique, les nouvelles technologies de sélection, etc., sont compatibles avec des solutions basées sur la nature? Grand débat, grand sujet, voilà, entre les populations et les pays. La troisième chose qui est importante, c'est mettre des solidarités horizontales dans les territoires et verticales dans les filières. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on imagine des dispositifs dans lesquels c'est l'entreprise qui paye, par exemple, pour l'agriculteur et qui doit lui offrir des solutions. Donc, par exemple, pour les phytos, si l'agriculteur ne peut pas réduire les phytos, eh ben, si son entreprise qui lui fournit les phytos n'est pas en capacité de lui fournir les solutions, elle doit payer des pénalités à Bruxelles. C'est un dispositif compliqué, mais ça peut être vertueux. J'avance, que je suis rouge. On veut développer des paiements pour services environnementaux, notamment climatiques. Et surtout, le point, c'est que s'il y a moins de pollution, moins de problèmes de santé, eh ben, il y a des économies qu'on va réaliser dans le système de santé et dans le système de pollution qu'on peut réutiliser pour compenser les agriculteurs perdants ou les consommateurs dans une perspective d'accès à l'alimentation. Il faut savoir, par exemple, que la nutrition, enfin les problèmes d'obésité en Europe, en France, ça c'est en France, pardon, de surpoids et d'obésité en Europe, les dépenses liées aux maladies associées au surpoids et à l'obésité sont supérieures en fait aux dépenses que l'on a pour le tabac. Voilà, c'est à peu près 20 milliards d'euros par an. Donc il y a vraiment des ressources à utiliser et c'est pour ça qu'il faut sortir. Alors, et deuxième dilemme, et après j'arrête, c'est qu'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, il y a des voix qui disent il ne faut pas faire ça, voilà, parce que ça va remettre en cause la sécurité alimentaire mondiale. Bon, alors c'est relayé par des articles et des rapports des uns et des autres, dont les Américains qui ont dit que l'Europe voulait faire le Green Deal européen partout dans le monde. On n'a jamais dit ça non plus, hein, voilà. Il ne faut surtout pas l'appliquer dans toutes les zones du monde. Alors, donc, il ne faut pas appliquer ce que veut faire l'Europe à toutes les zones du monde, en particulier à l'Afrique subsaharienne, hein. C'est des situations agricoles très, très différentes. Mais nous, on utilise je ne sais combien de kilos de pesticides par rapport aux agricultures qui sont en Afrique de l'Ouest, mettons, donc ça n'a rien à voir comme problématique. Bon, et la deuxième chose, c'est qu'il faut évidemment répondre à la crise ukrainienne, hein. Ça c'est clair, mais ce n'est pas en mettant en culture les jachères que l'on a que l'on va s'en sortir, quoi. Ce n'est pas ça qui va donner des disponibilités, et donc il vaut beaucoup mieux jouer en fait sur les céréales ou les oléagineux que vous incorporez dans les voitures aujourd'hui, ou que vous donnez à l'alimentation animale, parce que ça va faire des disponibilités immédiates pour l'Afrique du Nord. Et c'est cette tension-là que l'on retrouve en fait aujourd'hui dans les décisions politiques. Voilà. Et il faut aussi reconnaître, alors si on élargit un peu, qu'en 2007-2008, il y a eu une grande crise des émeutes de la faim. Toutes les recettes que vous voyez aujourd'hui sur la table, puis j'ai vu aujourd'hui des informations, je ne sais pas quelle chaîne c'était, mais enfin canadienne, voilà. On redit exactement la même chose qu'on a dit il y a 15 ans. Bon, il ne s'est rien passé quand même, hein, faut être clair. Il y a eu un tout petit peu en fait de mesures pour l'alerte, mais financièrement on n'a rien fait, on n'a rien donné, ou Epsilon, alors qu'on sait que c'est comme ça qu'il faut faire, et ça ne sert à rien de demander en fait aux Égyptiens, par exemple, de diversifier leur production. Ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas d'eau, une population de 100 millions d'habitants, ils n'arriveront pas. Donc il faut leur donner les possibilités d'accès aux ressources, et du coup c'est très très important. Et à l'échelle de l'Union européenne, ce que ça révèle, et c'est ce qu'a montré, je ne sais plus qui a montré avant moi, c'est la dépendance en fait de l'Union européenne vis-à-vis en fait de la Russie, enfin vis-à-vis de l'Est de l'Europe. Alors sur la main-d'œuvre qu'on avait vue au moment du Covid, c'était la main-d'œuvre surtout d'Afrique. Bon, il y a beaucoup de main-d'œuvre en fait de l'Est de l'Europe
qui vient dans les abattoirs, qui vient aussi au moment de la récolte. Bon, là, évidemment, c'est la dépendance par rapport à l'alimentation animale et par rapport aux engrais. Le pacte vert, il va chercher à s'affranchir de ça. Quelqu'un a dit tout à l'heure efficacité versus résilience. Oui, enfin, c'est aussi ce qu'on cherche à faire. Bon, le dernier point, je finirai par là. Il faut faire attention, il faut que l'Europe fasse attention à dire OK, je vais m'affranchir du gaz, mettons, russe, quoi. Très bien, alors c'est tout qui vient chez nous, hein, voilà. Enfin, il vient chez nous, il vient dans l'Europe. Sachant que le gaz russe, aujourd'hui, il ne peut pas aller dans beaucoup d'autres endroits non plus, hein, parce que les gazoducs, ils sont vers là, ils ne sont pas vers la Chine pour l'instant. Comme il faut un certain temps à faire des gazoducs, donc ils viendront là. Mais après, est-ce qu'on doit passer d'une dépendance à une autre? Parce qu'on a toujours dit qu'il fallait tout diversifier. Ce n'est pas si facile que ça non plus. Et je pense qu'il faut faire attention dans l'Europe à ne pas prendre des mesures urgentes au nom de la crise. Et évidemment, il faut s'adapter. Et il ne faut pas renoncer en fait à ce que l'on veut faire dans le cadre du pacte vert sur le climat et sur l'environnement. Merci.